Bienvenue, chers fidèles de la télévision rwandaise. Encore un plaisir d'être avec vous pour cette grande édition du journal en langue française. À la présentation, je suis Eddie Sabiti. Tout de suite, voici les titres de notre édition. La Banque nationale du Rwanda, la BNR, déclare qu'il y a un espoir que le taux d'inflation de 5% observé fin janvier soit maintenu comme tel jusqu'à la fin de l'année. Et celle-ci a également décidé de maintenir le taux d'intérêt de base de 7 à 7,5%. Le Rwanda et la Centrafrique ont signé des accords de partenariat en matière de sécurité. Côté centrafricain, c'est le ministre de la Sécurité publique, le général Michel Nikes-Nassan, qui est en visite de travail au Rwanda. Et puis le Rwanda accueille un atelier du réseau des femmes évoluant dans le domaine de l'énergie, appelé Women Energy Network Africa. Cette initiative a été lancée dans le but de renforcer la participation des femmes dans le secteur de l'énergie. Encore une fois de plus, bienvenue à cette édition. Je vous le disais en titre que la banque, on va commencer par cette nouvelle de la visite du président sud-soudanais qui est au Rwanda en visite de travail. Celui-ci est également président en exercice de l'East African Community. On vous rappelle qu'il est au Rwanda dans un moment où la région des Grands Lacs en particulier traverse une période trouble, notamment en matière de sécurité. Et on espère que celui-ci va prendre à bras-le-corps ce dossier qui ne cesse, où les tensions ne cessent de monter. Et c'est dans ce cadre également qu'il est en visite au Rwanda. Il a été accueilli par le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, le docteur Vincent Biruta. On revient en actualité nationale, comme je vous le disais en titre, avec la Banque nationale du Rwanda, la BNR, qui annonce qu'il y a un espoir que le taux d'inflation de 5% observé fin janvier soit maintenu comme tel jusqu'à la fin de l'année. Cette baisse de prix au marché est, selon la BNR, en relation avec la production agricole au premier trimestre de l'année 2024 que nous avons commencé il y a peu, qui a été excellente et que des échanges entre le Rwanda et l'étranger restent sur une bonne voie. Les détails avec notre confrère Kassim Youssouf. Le gouverneur de la Banque nationale, John Rwangombwa, rassure que le taux d'inflation ne dépassera pas 5% cette année, à moins que ne surgissent d'autres imprévus. Le gouverneur Rwangombwa a fait cette déclaration alors qu'au début de 2023, le taux moyen d'inflation était de 20,7%, où les prix de certains produits alimentaires ont atteint un niveau supérieur même à 40%. En fin de l'année dernière, l'inflation était de 6,4%, alors qu'en janvier cette année, elle a été de 5%. Le gouverneur Rwangombwa souligne qu'il y a espoir que cette année, l'inflation sera basse, d'autant plus que normalement, le taux d'inflation devrait se maintenir entre 2 et 8%. La croissance économique du Rwanda a été de 7,6% au cours des 3 trimestres de l'année dernière, alors que l'objectif que le pays s'était fixé était une croissance de 6,2%. Et toujours l'année dernière, la dépréciation du franc rwandais par rapport au dollar a été de 18%, ce qui a affecté la fluctuation des prix au marché. Le gouverneur de la Banque nationale, John Rwangombwa, rassure toutefois que cette dépréciation est en régression. Le comité de la politique monétaire à la Banque nationale du Rwanda a pris la décision de maintenir le taux d'intérêt maximum des banques à 7,5% et les prédictions estiment qu'il pourrait bientôt diminuer si l'économie s'améliore davantage.
Merci donc à Kassim Youssouf. Justement à ce propos, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Soraya Hakuzia-Demie, elle est vice-gouverneure de la Banque nationale du Rwanda. Bienvenue Madame. Merci beaucoup. Justement, on vient de le suivre dans cet élément de Kassim Youssoufou. Mais tout d'abord, en amont, j'aimerais bien qu'on puisse parler de la santé de l'économie du Rwanda pour ce qui est de l'année que nous venons justement de terminer, que nous venons de laisser derrière nous, celle de 2023. Alors, je qualifierais l'économie du pays en regardant les indicateurs de l'année 2023 comme résiliente et en croissance. Ouais. Résiliente pourquoi? Parce qu'en dépit des chocs macroéconomiques au niveau global, c'est une économie, comme nous venons de l'entendre, qui a connu une croissance de 7,6% sur les 3 premiers trimestres, ce qui nous donne une confiance que sur toute l'année, nous aurons les chiffres le mois prochain par l'Office de statistique nationale, que nous aurons une croissance annuelle au-delà des 6,2% qui avait été estimée pour 2023. Et cette croissance est due notamment à la croissance du secteur des services de plus de 10%. Le secteur industriel également a connu une croissance sur les 3 premiers trimestres de 9,5%, avec un seul bémol, c'est le secteur agricole qui est en croissance de seulement 1,2% sur les 3 premiers trimestres. Et cela est dû aux conditions climatiques défavorables. Vous vous rappellerez qu'au début de l'année 2023, nous avions plutôt une baisse de la pluviosité. Et puis nous avons eu des inondations en mai 2023. Oui, avec l'ouest du pays qui a été frappé par des inondations. Oui. Et heureusement, le dernier trimestre de l'année, comme même les chiffres de l'inflation le montrent, la performance du secteur agricole est plutôt bonne, ce qui nous donne espoir de voir vraiment ce secteur aussi se relever et continuer sur cette lancée. En termes d'inflation, c'est aussi une dynamique baissière, comme nous l'avons entendu. Nous avons eu une inflation à 5% pour le mois de janvier, 6% au mois de décembre, et sur tout le 4e trimestre de 2023, nous étions à 8,9% comparé à 12% que nous avions au trimestre précédent. Donc les nouvelles sont plutôt bonnes, même si nous savons qu'il y a quand même aussi des risques géopolitiques, des risques sur le climat notamment qui pourraient impacter la production agricole. Et c'est pour cela que nous avons décidé, comme comité de politique monétaire, de maintenir le taux directeur à 7,5% pour justement se donner le temps de voir si cette tendance baissière de l'inflation va vraiment rester entre notre fourchette de 2 à 8% sur toute l'année 2024. Oui, justement. On revient maintenant au secteur des finances, parce que tout à l'heure, vous parliez du secteur agricole. Les secteurs des finances, là, je parle bien des banques, mais également des assurances. J'aimerais savoir comment est-ce que ce secteur a réagi, notamment face à ces résultats en particulier, et surtout face et les mesures mises en place par le gouvernement du Rwanda pour parer à cette situation. Alors, nous pouvons constater, et c'est vraiment les discussions que nous avons eues lors de notre réunion du comité de stabilité financière, c'est que nous avons un secteur financier qui reste solide et qui reste rentable. Donc, en dépit des taux d'inflation très élevés que nous avons connus en 2022 et 2023, nous pouvons voir que pour le secteur bancaire, que ce soit au niveau de leur ratio des capitaux ou de liquidités, il reste bien au-delà des ratios réglementaires. Donc les mesures sont restées efficaces, ont produit des résultats tangibles. Nous pourrons dire que le secteur financier a bien réagi aux défis qui étaient posés. Donc le fait que nos banques, par exemple, ont un taux de rentabilité sur fonds propres de 20% pour 2023, c'est quelque chose de remarquable, qu'ils aient des solides ratios de capitaux et de liquidités, comme je l'ai dit, au-delà de 20% pour le ratio de capital, au-delà de 200% pour les taux de liquidité. Et c'est pareil pour le secteur des assurances qui reste solvable et aussi qui est profitable. Voilà. Parlons maintenant, tout à l'heure vous avez un peu écorché
le contexte global. Maintenant, il y a la santé de la monnaie nationale, le franc rwandais, face au dollar. Aujourd'hui, nous assistons à une demande accrue du dollar et surtout, ça exerce une certaine pression sur le taux d'échange. J'aimerais savoir ici, et bien sûr, le franc rwandais, dans cette situation, elle perd face au dollar, ça c'est une réalité. Et ce n'est pas seulement pour le Rwanda, on peut le remarquer même ailleurs. Et maintenant, puisque nous sommes dans le contexte du Rwanda, aujourd'hui, quelle est la politique monétaire pour justement résoudre ce problème, que ce soit à court, à moyen et même à long terme? Alors, vous avez tout à fait raison. La dépréciation du franc rwandais, l'année 2023 a été très élevée, jusqu'à 18%, et cela a dû à deux facteurs. D'abord, l'appréciation du dollar américain suite à la hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine, donc qui a rendu les investissements en dollars américains plus attrayants. Justement, voilà pourquoi je parlais du contexte extérieur aussi. Absolument. Et deuxième chose aussi, c'est le déficit commercial qui continue à croître pour le Rwanda, où nous avons des importations qui ont cru jusqu'à 4 milliards, plus de 4 milliards de dollars, alors que les exports ne restent qu'à 1,6 milliard de dollars. Et donc, c'est ce déficit commercial où nous avons une plus grande demande des dollars par rapport à l'offre ou les dollars qui reviennent. Mais en revanche, ce n'est pas une situation qui nous inquiète outre mesure parce que nous voyons déjà que pour les 2 premiers mois de l'année 2024, la dépréciation n'est pas aussi élevée. Deuxième chose, les réserves de change restent à un niveau très adéquat pour couvrir plus de 4 mois d'import. Et dernière chose, vous parliez de la politique monétaire. La politique monétaire est là pour plus stabiliser les prix ou être sûr que notre inflation ne dépasse pas les 8% ou notre fourchette entre 2 et 8%. En revanche, il y a des mesures structurelles qui sont prises au niveau de la promotion des exportations, au niveau aussi de la promotion, que ce soit de l'exportation des services, mais vous avez aussi vu au niveau de l'argent envoyé par les Rwandais de la diaspora, ce qu'on appelle remittances, a atteint des chiffres records de 500 millions de dollars. Ça a pesé sur la balance? Et cela, en fait, atténue les effets du déficit de la balance commerciale, de la balance des paiements en dollars. Ouais. Alors, les mesures à long terme, évidemment, c'est de continuer à promouvoir les exports, de privilégier la transformation pour réduire les importations. Mais nous sommes dans une dynamique d'un pays qui se développe et qui s'industrialise. Et donc, à moyen terme, nous verrons des importations, surtout des produits intermédiaires ou des équipements qui sont utilisés dans les industries, qui augmentent. Voilà. Juste là, tout à l'heure, vous avez parlé du secteur agricole. On ne peut pas parler du secteur agricole sans parler également de certaines organisations au niveau international qui en parlent. Il y a l'inflation des produits agricoles à laquelle on assiste. C'est parmi les plus élevés au monde aujourd'hui. Et selon en tout cas un rapport de la FAO du mois de janvier dernier, c'est que c'est une réalité à laquelle on fait face. Et maintenant, moi, j'aimerais savoir, vous avez parlé du secteur des finances et les mesures mises en place. Maintenant, pour ce qui est du secteur agricole, sachant combien c'est vital pour la vie nationale, quelles sont les mesures mises en place aujourd'hui pour parer à ces facteurs? Surtout lorsqu'on voit les investissements, la plupart des investissements et des prêts bancaires, c'est orienté dans les infrastructures et le secteur agricole arrive en dernier lieu. Comment est-ce qu'on va renverser, par exemple, la tendance et surtout comprendre combien il est important d'investir dans le secteur agricole pour ces banques? Alors, c'est une question complexe, mais je pense qu'aujourd'hui, on peut se réjouir du fait que le gouvernement a pris des mesures adéquates pour booster la production agricole. En 2023, je dirais, au mois de août-septembre, on avait une forte inflation due
à tout ce qui est produit ou denrées alimentaires. Mais aujourd'hui, on voit que la saison 1 de la saison agricole s'est très bien passée, avec un surplus de production agricole, et c'est ce qui fait baisser notre inflation au niveau de 5% en janvier. Et cela aussi est le résultat des subsides qui ont été donnés, par exemple pour tout ce qui est accès aux engrais, aux fertilisants. Le fait qu'il y a eu une mobilisation dans le secteur agricole pour être sûr que non seulement nous avons assez sur le marché domestique, mais aussi de pouvoir continuer à exporter. Et les chiffres de l'export le montrent. Donc je pense que continuer dans ce sens-là, en renforçant notre secteur agricole, cela ne peut être bénéfique non seulement pour notre économie et pour les 70% de notre population qui vivent de l'agriculture, mais également jouer sur les taux d'inflation qui sont fortement influencés par la production agricole. Maintenant, vous demandiez sur le financement du secteur agricole. Ouais. C'est vrai qu'il reste très en deçà de ce que nous espérions. Parce que lorsque vous parlez aux banques commerciales, elles évoquent la question de la rentabilité. Absolument. Et surtout de risques accrus dans ce secteur-là. Justement, les mesures prises, comment est-ce que vous encouragez ce secteur à justement prendre le devant et surtout à ne pas craindre de prendre des risques pour ce qui est des projets en rapport avec l'agriculture? Alors, il serait malvenu pour le régulateur des banques de leur dire de prendre plus de risques. Ils doivent prendre des risques mesurés. En revanche, nous connaissons l'importance du secteur agricole et donc il faut regarder les mesures mises en place pour justement réduire ce risque. Et par exemple, l'assurance nationale pour le secteur agricole est quelque chose qui est dans le bon sens pour permettre aux banques qui prêtent aux agriculteurs de prendre des risques prendre ce risque-là parce qu'il y a déjà une assurance. Deuxième chose, c'est aussi de travailler avec nos partenaires, que ce soit la Banque mondiale. Vous savez qu'il y a un grand programme qui a été lancé pour justement non seulement rendre plus commerciale notre agriculture, mais également trouver des financements à un taux subsidié pour les agriculteurs. C'est un montant de 300 millions de dollars investis et donc je pense que cela permettra de voir plus de projets agricoles financés par nos banques locales. Alors, revenons à l'actualité. Vous avez pris la décision de maintenir le taux d'intérêt de base à 7,5%. Y a-t-il un espoir pour une baisse prochaine? Est-ce que cela pourrait apporter des fruits escomptés dans un futur proche? Alors, il y a déjà un espoir que l'inflation cette année sera maîtrisée et qui restera autour de 5%. Et donc, si nos prévisions, il n'y a pas de facteurs qui influencent négativement les prévisions que nous avons, il y a de fortes chances que nous puissions commencer à réduire ce taux directeur, mais ce sera basé vraiment sur les projections et sur les conditions macroéconomiques que nous verrons dans ce trimestre. Donc rendez-vous en mai pour voir où on en est et si nous prendrons cette décision. Mais je pense qu'il y a de fortes chances que l'inflation reste autour de 5%. C'est là-dessus que nous allons en tout cas nous séparer sur ces propos. Merci beaucoup d'être venu dans nos studios. Je rappelle que nous accueillons Madame Soraya Hakuziremye, elle est vice-gouverneure de la Banque nationale du Rwanda. Merci beaucoup Madame. Merci de m'avoir reçu. Voilà. Poursuivons avec l'actualité nationale à présent avec le Rwanda et la Centrafrique qui ont signé des accords de partenariat en matière de sécurité. Côté centrafricain, c'est le ministre de la Sécurité publique, le général Michel Nikes Nassan, en visite de travail au Rwanda. Le ministre Michel s'est entretenu ce jeudi matin avec la direction du ministère de la Sécurité intérieure en compagnie du ministère rwandais en charge de la gestion des urgences, le général-major à la retraite Albert Murasira. Ces entretiens ont notamment porté sur le partenariat du Rwanda et de la Centrafrique en matière de la sécurité. Le ministre centrafricain de la Sécurité publique a en outre visité le siège de la police nationale
du Rwanda à Katiru, dans la ville de Kigali, où il s'est entretenu avec l'inspecteur général de police, le commissaire général de police Félix Namuhoranye. Le général Michel Nassan et sa délégation sont au Rwanda depuis donc ce jeudi pour une visite qui devrait s'étendre sur 5 jours. Le Rwanda et la République centrafricaine entretiennent une coopération dans différents domaines et particulièrement dans le domaine de la sécurité. La coopération entre nos deux ministères et les institutions affiliées va être portée à un autre niveau. Ce document cadre indique clairement les points d'intérêt mutuels qui vont être la priorité de notre future coopération et ainsi le pilier de renforcement d'amitié entre nos deux peuples. Excellences, Monsieur le Ministre, cette visite est aussi une occasion pour les deux ministères de l'Intérieur et les institutions affiliées d'identifier des nouveaux horizons de coopération. Nous tenons à vous exprimer notre disponibilité indéfectible à chaque fois que de besoin. Il en va de même pour ce que la partie rwandaise aura identifié en Centrafrique. Dès son accession à la magistrature suprême de l'État, le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, a inscrit la sécurité au centre de ses priorités avec un accent particulier sur le renforcement de capacités opérationnelles, le recrutement, la formation des forces de sécurité. Nos deux États ne peuvent que signer des accords de coopération dans les différents domaines relatifs à l'appui à la mise en œuvre de la stratégie nationale de la réforme du secteur de sécurité et de la défense. L'appui multiforme de la République du Rwanda constitue un effort de recherche de la paix et de la sécurité en République centrafricaine. Autre chose à présent, avec le Rwanda qui accueille un atelier de réseau des femmes évoluant dans le domaine de l'énergie. C'est un réseau appelé en anglais Women in Energy Network Africa. C'est une initiative qui a été lancée dans le seul objectif de renforcer la participation des femmes africaines dans le domaine de l'énergie. Les détails ici, c'est avec notre confrère Nilidandi. Patrick. Ce sont au total 10 pays africains qui sont impliqués dans le lancement de cette initiative, dont le Rwanda. Les femmes dans le secteur de l'énergie représentent 9 à 13% et leur niveau de rémunération est inférieur à celui des hommes qui est de 21%. Le ministre des Zanzibar en charge de l'eau, de l'énergie et des minéraux, Mwanajuma Abdallah, et le ministre des Eswatini en charge des ressources naturelles et de l'énergie, le prince Lokeka Dlamini, indique que personne ne devait douter de la capacité des femmes, mais devait plutôt leur faire confiance. Aujourd'hui, après leur avoir donné du temps, ils sont sûrs qu'ils font leur travail correctement. Ils pensaient qu'une femme ne grimperait pas sur le pont pour faire le travail. Ils sont capables parce qu'ils sont bien éduqués et ont des bonnes notes. Et maintenant, nous les encourageons à s'exprimer et à représenter leur père à l'école comme au travail. Nous voyons que c'est une bonne direction et personnellement, j'aimerais voir les femmes non seulement travailler dans ces secteurs, mais être à la tête des entreprises dans le secteur énergétique dans lequel elles ont des actions. Non seulement y travailler, nous devons regarder plus loin. La secrétaire d'État au ministère des Infrastructures du Rwanda, Patricia Uwase, s'est félicitée du progrès accompli par les femmes dans plusieurs domaines, notamment celui de l'énergie, bien que le chemin reste encore long. Selon l'Agence internationale des énergies renouvelables, IRENA en sigle, le secteur énergétique mondial a le potentiel de créer 139 millions d'emplois, dont plus de 74 millions dans l'efficacité énergétique, les véhicules électriques, les systèmes électriques, flexibilité et hydrogène.
La directrice régionale des infrastructures à la Banque mondiale pour la région Afrique orientale et australe, Wendy Hughes, réitère que l'objectif de développement durable lié au carburant propre ne peut être atteint si cet écart entre les sexes persiste. La réalisation des objectifs de développement durable dans le secteur de l'énergie nécessitera une quantité importante de ressources intellectuelles et énergétiques. C'est vrai que cela réduit l'écart, mais il est très important d'amener les femmes dans ce domaine de l'énergie pour que tous les efforts des différents pays soient rassemblés et atteignent les objectifs que ces pays-là se sont fixés. Les statistiques du Bureau de surveillance du genre démontrent que les femmes dans le secteur de l'énergie représentent 5%. Le rapport 2023 de l'écart entre les sexes du Forum économique mondial place le Rwanda à la 12e place mondiale parmi les pays qui s'efforcent de réduire l'écart entre les sexes dans ces secteurs. Et puis du côté du secteur de la justice, le Rwanda révise en ce moment sa politique de lutte contre la corruption afin d'intensifier les mesures coercitives, des mesures qui devront donc aider et permettre au Rwanda d'être parmi les 10 premiers pays dans le monde dans l'efficacité contre la corruption. Ce jeudi, des partenaires dans le domaine de la justice se sont retrouvés afin donc de discuter autour de ces sujets, comme nous l'explique notre confrère Nili Dandi Patrick. Le Rwanda se classe au 49e rang mondial parmi les pays qui ont mis en place des stratégies qui ont permis de faire reculer la corruption. En Afrique, il arrive en 4e position et en première place en Afrique de l'Est. C'est en tout cas ce qui est contenu dans le dernier rapport de l'Organisation mondiale de lutte contre la corruption, Transparency International. Malgré cette situation, les personnes qui s'adonnent à la corruption développent des moyens de plus en plus sophistiqués pour corrompre et faire passer des pots de vin, notamment en recourant à la nouvelle technologie moderne. Dans son intervention ce jeudi, le secrétaire d'État au ministère de la Justice affirme avoir constaté que le traitement de ceux qui sont touchés par la corruption nécessite également de nouvelles mesures prévues dans le projet de politique réformée contre la corruption au Rwanda. Donc, ça veut dire donc que nous voulons en fait une politique qui va vraiment aider à lutter suffisamment contre les nouveaux aspects de la corruption. Et cela en fait c'est une idée aussi qui émane du fait qu'une politique en fait qui est âgée de plus de 10 ans, c'est une politique vraiment qui devrait être revue pour en fait tenir compte des réalités du présent. Les partenaires anticorruption du Rwanda issus du gouvernement, du secteur privé et des organisations non gouvernementales se sont réunis ce jeudi autour d'une table ronde parlant de ce projet. Le directeur exécutif de Transparency International Rwanda, Apollinaire Mupinganyi, souligne qu'il est effectivement possible de redoubler d'efforts, notamment en protégeant les lanceurs d'alerte contre la corruption et en publiant le nom des personnes reconnues coupables des crimes de corruption. Notre plaidoyer dans ces discussions, c'est de renforcer, de donner confiance aux personnes, aux lanceurs d'alerte, qu'on appelle communément whistleblowers. Les différents rapports montrent que les lanceurs d'alerte, les informations sur les pratiques de corruption sont au plus bas niveau pour différentes raisons. Et là, les participants ou les idées qui sont échangées, certains proposent qu'il y ait des récompenses à ceux qui donnent des informations sur la corruption. Mais cette idée est contrebalancée par l'idée de pouvoir faire une dénonciation, je dirais, sans espérer d'autres récompenses, une dénonciation citoyenne, parce que c'est notre devoir de donner des informations, de protéger notre pays pour des crimes, quoi que ce soit, en particulier aux crimes de corruption. Les rapports internationaux continuent de placer le Rwanda parmi les pays où la corruption est la plus faible, et cela est principalement dû à sa gouvernance basée sur le respect de la loi.
Le seul objectif est d'atteindre au moins les 10 premières places mondiales, ce qui sera réalisé grâce à des mesures strictes visant à prévenir et à punir les délits de corruption. Merci beaucoup Agnelli Dandi. Patrick, c'est même sur ce que nous mettons un point final à notre édition. Merci à toutes les équipes au niveau de la régie, des équipes conduites par Janvier Mourenzi Karangwa. En mon nom propre, Edis Abiti, je vous dis grand merci. J'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition. En attendant, restez bien fidèles au programme de la télévision rwandaise. Au revoir.